Reportages, films de fiction, documentaires, drames et comédies. Depuis un siècle, depuis qu'il y a des caméras et qu'elles tournent, on réalise toutes sortes de films en Bretagne. Mars 1995. Une fois encore, le cinéaste Claude Chabrol est venu filmer en Bretagne. Non loin de Saint-Malo, il tourne La Cérémonie, adaptation d'un livre de la romancière anglaise Ruth Rendell. Ça fait 5 films que je tourne en Bretagne. Le premier que j'ai tourné en Bretagne, c'était Que la bête meurt, qu'on a tourné au Cap de la Chèvre. Et tout ça parce que c'était adapté d'un roman anglais aussi. Et je me suis dit, c'est l'endroit idéal, quoi. Et ça fonctionnait parfaitement. Après... alors, l'inspecteur Lavardin, je l'ai fait à Dinan parce que j'avais envie de venir à Dinan. Bon, ça, c'est vraiment la seule raison. J'aurais pu le tourner ailleurs, mais enfin, là ça fonctionnait très bien. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Les Fantômes du Chapelier d'après Simenon, qui, dans le bouquin originel, se déroulait à La Rochelle, mais La Rochelle d'avant-guerre, qui est complètement transformée. Et j'ai trouvé que la ville close de Concarneau était parfaite pour tout ça, donc j'ai tourné à Concarneau. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait Le Cheval d'Orgueil. Ça, je pouvais difficilement le tourner ailleurs qu'en Bretagne, parce que ça aurait été assez comique. En portant à l'écran le livre emblématique de Pierre-Jacques Asselias, Le Cheval d'Orgueil, projet pour lequel on avait un moment avancé le nom de Jacques Demy, Chabrol et son scénariste Daniel Boulanger allaient susciter quelques polémiques. Difficile de devenir un homme. Même skavet der film gwell ma wa gwest un benag dober die war ben al leor zo beskrivet gadin. Da gent avel just ar veskent zo bekos da zevel leur film die war ben maleor. Mais zo bet sabatu da gent. Sabatu de avel just ne de romant neus histoire be de bars. Neus ne de ur Berntrau am slavar die war ben en mode d'avev dan dut avra a rose en mai. Da war radio et handvad au commencement. Hein. Les gens ont pris ça pour un film folklorique, alors. Si bien que le sens du film leur a échappé un petit peu, quoi. Alors ça se présente mal. Mieux vaut quérir le docteur. Le docteur? Ah oui, le plus fort, celui du canton. Oh ma douille. C'est vrai que c'est le film qui a bougé tout le pays bretonnant. Tout le pays bretonnant parce que le plus fort, c'est que les vieilles personnes se reconnaissaient mieux dans le film que les jeunes bretons. Parce que les traditions étaient respectées et que ces traditions n'étaient pas forcément connues ou assez vivantes à l'époque chez les jeunes bretons. Vous l'appelez donc Pierre? Ma mère aussi voulait que je m'appelle Pierre. Mais mon père, lui, tenait à Paul. Finalement, ce fut Joseph. Moi, je vous appelle le fils du roi d'Hibernie. Finalement, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir eu le culot de faire le film en bigoudin. Là, parce que c'était un vrai problème, que toute une partie du film était l'introduction de la langue française. Silence! On ne parle pas breton en classe. On prépare son premier examen de français. J'étais pas breton. Et puis, il y avait Vautier qui avait commencé à faire une adaptation. Et puis, bon, il s'était arrêté et tout ça. Alors, j'étais vraiment emmerdé. Et puis, c'est Bourgard qui m'a convaincu, qui était un grand amateur de la Bretagne, puisqu'il avait une maison à Bénodet, qui m'a convaincu de le faire quand même. Le Cheval d'Orgueil. On a commencé à le préparer à l'échelon de l'unité de production Cinéma Bretagne. Il y avait un producteur qui avait acheté les droits. Le producteur s'est cassé la guibole et à l'hôpital, il a vendu, on ne le savait pas, il a vendu tous les droits qu'il avait sur le film. Et il l'a vendu à un autre producteur parisien
qui a été trouvé à la télévision pour avoir plus d'argent pour faire le film. Et la télévision a dit, d'accord, on vous donne 300 millions à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de Vautier dedans. On avait déjà fait Avoir 20 ans dans les Aurès, et puis La folle de Toujane, des films revendicatifs. Donc il ne voulait pas du tout de Vautier, la télévision ne voulait pas du tout de Vautier dedans. Son idée était plus revendicative que la mienne. Moi, c'était vraiment l'intégration, et lui, c'était plutôt la revendication, quoi. Le cheval d'orgueil, dans toute sa première partie, c'était la notion d'une communauté en action, d'une communauté en vie, et pas de tel ou tel individu. Les individus n'existaient pas en dehors de la collectivité. Je ne sais pas si on aurait réussi à le faire passer dans le film, si on avait tourné avec l'UPCB, c'est-à-dire avec des acteurs, avec des gens implantés dans... On aurait peut-être fait moins bien que Chabrol, ben, je pense que c'était difficile, mais de faire moins bien que Chabrol. Là, on l'aurait peut-être complètement raté, mais on aurait fait quelque chose très certainement de très différent. J'avais trouvé des gens sévères avec ce film. J'avais trouvé des gens sévères avec ce film et sévères avec Claude Chabrol. Et lorsque j'ai revu le film en 1992, j'ai été étonné car je me suis aperçu qu'avec le décalage et le temps, non seulement le film n'avait pas vieilli, mais il était devenu un véritable document. En 1962, le cinéaste Albert Lamoris rassemble dans son voyage en ballon une série de clichés bretons. Le goémon, la noce bretonne, les costumes, la musique et les danses folkloriques, et, bien entendu, les menhirs. Le film le plus ancien que nous avions, je devrais dire que nous avions, parce que malheureusement, entre-temps, il a disparu, c'était les exercices des fusiliers marins à l'Orient, qui était un des tout premiers films Lumière, avant notre siècle, 1897-1898. Nous n'avions que quelques mètres qui étaient en nitrate, mais malheureusement, le film s'est décomposé de manière radicale, et donc ce film a maintenant disparu. Nous n'avons pas eu le temps de le restaurer. Entre-temps, on a toujours retrouvé des premières productions Pathé, qui sont les toutes premières au début du siècle, les productions Pathé tournées en Bretagne. Donc ça va de 1904 à peu près au début de la Première Guerre mondiale. Serment breton, film Pathé 1908. Dans un décor fort peu breton, une demande en mariage est refusée par le père de la jeune femme. Mais les jeunes gens se sont solennellement jurés une foi éternelle. Pendant que le jeune homme sert au loin dans la marine nationale, la jeune femme est contrainte par son père d'épouser un riche voisin. À la noce, les danses bretonnes sont surprenantes. Fidèles à leur serment, les jeunes gens décident de mourir ensemble. Pathé produit ainsi pendant quelques années une série de mélodrames bretons dont certains sont tournés sur la Côte d'Azur. Il nous reste des scénarios Pathé, les premiers scénarios
donc du début du siècle, Pathé, qui était tapé à la machine et qui existait avec des photogrammes collés sur le bord du scénario et déposés au titre du dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Donc c'est à partir de ces documents papier que l'on peut recenser le nombre de films et le sujet et le détail des films Pathé tournés en Bretagne au début du siècle. Pour notre film, nous avons réanimé les quelques images qui restent de mélodrames tournés pour Pathé par Mistinguett, L'Oublié et La Folle de Pimard. Il y a eu tout un tas de clichés sur des personnages, sur des rôles bretons, qui ont été donc représentés par certains acteurs, notamment Mistinguett en effet. En 1924, dans sa version de Pêcheur d'Islande avec Charles Vanel, Jacques de Baroncelli avait lui aussi présenté une noce bretonne. Mais à y regarder de plus près, on découvre que le cinéaste a mélangé deux sortes d'images. D'une part, celle qu'il filme lui-même avec l'actrice Sandra Milovanov dans le rôle de Gaude et l'acteur San Juana dans le rôle de Sylvestre. Et d'autre part, des images empruntées à un documentaire Pathé tourné en 1908 à Landévent dans le Morbihan. En 1905, Joseph Pinchon et Maurice Langros avaient inventé le personnage de Bécassine, grand succès de la semaine de Suzette. Bécassine devient personnage de film en 1939 sous les traits de Paulette Dubost dans un film de Pierre Caron. Bécassine, où es-tu? Oh non, donc c'est partout, c'est à devenir fou. Je voulais, depuis très très longtemps, tourner toutes les aventures de Bécassine. Parce que j'étais physiquement Bécassine. Bécassine, Bécassine, où es-tu? S'ils continuent m'adouer, ils sont tous enroués. Et contrairement à ce que les Bretons, enfin certains Bretons, heureusement pas tous, ont cru, c'est que Bécassine était un personnage nigaud, un petit peu demeuré, alors que c'est tout à fait le contraire. Le tournage du film en Bretagne soulève des passions. Une campagne de presse est lancée. En juin 1939, des parlementaires adressent des lettres de protestation au président du Conseil, Édouard Daladier. Pendant le tournage, ils ont été très virulents et très à certains endroits, très méchants. Hein. Ah oui. On avait beau leur expliquer, leur dire, mais non, l'histoire n'est pas comme vous l'imaginez, c'est... Mais non, 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 ils étaient très, très montés. Hein. Jean Renoir n'était pas contre de faire Bécassine. Quand on a tourné La Règle du jeu, on a parlé on avait des tas de projets. Moi, il voulait me faire tourner le journal d'une femme de chambre, tout ça. Et entre autres, il y avait le projet de Bécassine, parce que Jean Renoir s'était rendu compte aussi que c'était un personnage intéressant et charmant, en somme. Et voilà. Comment? Vous tranchez mes bretelles? Ah, si vous êtes revenu ici pour vous livrer à des exploits pareils, vous pouvez retourner vos antipodes. Vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, hein, vraiment. 35 ans après Bécassine, Robert Derry et ses branquignoles débarquent en Bretagne dans la région de Bénodet. Quand je suis arrivé ici, c'était très drôle parce qu'au début du tournage, je sentais qu'on voulait savoir quelque chose et l'idée forte c'était, est-ce qu'il est question de Bécassine? J'aurais dit, mais il est absolument je vois pas pourquoi. Puis en plus, pour nous, Bécassine, c'est pas méchant du tout, en plus. Enfin, je vois pas. Mais je ne savais pas que Bécassine avait été très mal pris, très mal reçu ici. Gueule les mouettes 22 premières. L'année suivante, c'est le tour de Joël Seria pour les galettes de Pont-Aven avec Jeanne Goupil et Jean-Pierre Mariel. Moi, je raconte des histoires et peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses que je veux transmettre, mais sans le vouloir. Enfin, c'est inconscient de ma part. Le petit Patrick Le Guéden, qui a eu un accident de vélo Solex, ne pourra pas participer à la représentation.
Et c'est donc notre grand ami et artiste Henri Serin, que j'avais chargé de la décoration de la kermesse, qui a bien voulu reprendre son rôle au pied levé. Auprès du foyer, bien près de moi t'asseoir, Yvonne. Disons-nous adieu par ce lugubre soir d'automne. Ne pars que demain, car le vent cette nuit fait rage. Cuirasse ton cœur gros d'angoisse et d'ennui, courage. Kenavo, puisque mon gros bateau doit m'emporter bientôt. Kenavo. Faut-il être breton pour filmer la Bretagne? Filmer la Bretagne, filmer les paysages, filmer les gens de Bretagne, avec indifférence, avec condescendance, avec humour, avec passion. Film d'amateurs, film de professionnels. Dans les années 30, le commandant Lered filme le travail de ses matelots à bord de son bateau. Le docteur Tricoire, ethnologue amateur, enregistre le pas de danse de ses patients. On a peut-être 2000 films d'amateurs à peu près sur la Bretagne. Et c'est quelques centaines de personnes qui pourront transmettre ce qu'ils ont choisi de filmer. Ils ont choisi de montrer quelque chose. Et ensuite, ça sera montré pendant une période très longue. Et des gens vont utiliser, chacun à sa manière, ces images-là. L'opérateur Roger Moride filme son Finistère natal. Et à l'île de Sein, avec Alain Caminquer qui y perdra la vie, André Dumaître filme La mer et les jours. Toute une richesse que l'on retrouve dans ce lieu unique, la Cinémathèque de Bretagne, à Brest. Il y a 300 films à peu près, longs métrages de fiction, qui ont été tournés par des professionnels en Bretagne. En 1949, Jacques Tati offre à M. Hulot des vacances à Saint-Marc-sur-Mer. Hi there! Mr. Hewlett! L'un des films les plus célèbres est certainement Les Vikings de Richard Fleischer, produit et interprété par Kirk Douglas et tourné à Fort-la-Latte au milieu des années 50. Ici, la Bretagne est un décor et représente le sud de l'Angleterre, tout comme dans Tess de Roman Polanski. Décor historique breton également pour Philippe de Broca, qui tourne Chouan en 1989. Sa Majesté le roi Louis XVI est mort il y a 3 jours. Il a été guillotiné sur la place de la Révolution à Paris. Je fais un film sur un moment justement où une famille éclate parce que les événements extérieurs les emmènent dans des... Et tout le monde a raison et tout le monde a tort. Hein. Grande victoire, citoyen commissaire. On va se soler la gueule. Vous appelez ça une victoire? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Leur chef, Morel de Carpadec. Chef de quoi? Une armée de Maccabées. On s'en fout de Carpadec. Pas moi. En 1974, Bertrand Taverny avait marqué une date avec Que la fête commence, dont la première séquence est tournée à Saint-Sanson, près de Port-Salle.
Aujourd'hui, Tavernier travaille à l'adaptation d'un roman de Roger Vercel, Capitaine Conan. Et demain, voilà le sort qui vous attend, déporté ou mort de faim. Il y a des cinéastes et il y a des artistes qui, quand ils travaillent, sont comme des médiums et arrivent à capturer quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est l'âme du pays, c'est un mélange peut-être de l'âme du pays et de leur âme à eux. En tous les cas, ils arrivent à voir un certain nombre de choses, à sentir un certain nombre de choses que peut-être des gens qui sont des habitants de ce pays n'ont pas su exprimer. S'il suffisait de mettre la caméra dans un endroit pour capturer l'esprit de cet endroit, ce serait simple. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, heureusement d'ailleurs. Quand Grémillon tourne Remorque, que c'est pas le paysage intérieur de Grémillon qu'on vient voir aussi. En 1939, le Normand Jean Grémillon, qui avait déjà tourné Gardien de phare en Bretagne à la fin des années 20, adapte avec André Cayatte et Jacques Prévert un roman de Roger Vercel dont l'action se déroule à Brest, dans le monde des remorqueurs de haute mer. En raison de la guerre, le film devra être terminé au studio de Billancourt et ne sera pas présenté au public avant novembre 1941. Dans Remorque, Grémillon réunit le couple mythique Jean Gabin, Michel Morgan, qui avait déjà fait merveille quelques années plus tôt dans un autre port, au Havre, le port de Quai des Brumes. Tiens, une étoile de mer. Elle a dû tomber cette nuit. Nous pouvons retrouver une évocation de l'atmosphère du tournage de Remorque grâce au travail du photographe René Jacques. Ce qui m'intéressait dans le film, c'était les à-côtés. Les à-côtés, Michel Morgan attendant sur la plage, un portrait d'elle que je n'ai plus dans mes collections là, peut-être avec des portraits. Et c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Le film, bien sûr, j'étais payé pour ça, je faisais d'abord mon travail, et puis, dans les intervalles de préparation d'un autre plan, je circulais, je faisais des photos, mais des instantanés, je ne faisais pas poser, je ne leur demandais pas de s'arrêter, de poser. Je vous jure, capitaine, c'est une situation qui est grave. Ah oui, mais voyons, mon lieutenant, c'est pas la peine d'en faire un drame, c'est des choses qui arrivent tous les jours, ça quoi. Au pied des escaliers du cours d'Ajot, Grémillon a fait installer un travelling dans une rue du port. Bien content, c'est moi, me voilà, j'arrive, et puis silence, personne, pas un chat, sauf le chat et les petits. C'est une misère, je vous le dis, moi. Et c'est la ville de Brest qui finit par ressembler à un décor d'Alexandre Traoré. C'est pas compréhensible. Ce film est tiré de, en fait, c'est l'histoire romancée du commandant Malbert. D'ailleurs, c'est le quai où nous sommes actuellement. Et le commandant Malbert donc commandait le remorqueur L'Iroise, je crois de 1922 à 1933 ici sur Brest, a réalisé un nombre impressionnant d'opérations. Et l'atmosphère du roman de Vercel a été très bien rendue dans ce film. Puis vous savez, bon, dans notre mémoire, on a toujours les escaliers du cours d'Ajot qui sont juste devant nous, quoi.
Moi, je retiens surtout, les personnages. J'ai pas l'impression d'avoir un pays, par exemple. J'ai pas l'impression d'avoir C'est pas un film que je vois où j'ai l'impression de découvrir l'âme bretonne parler. J'ai l'impression de découvrir l'âme humaine dans Remorque. J'ai l'impression de découvrir aussi des personnages qui savaient, qui connaissaient la route sur laquelle ils marchaient et qui savaient qu'ils devaient aller à certains endroits, qu'ils devaient faire certaines choses et qu'ils le faisaient. Je veux dire, il y a un sens du devoir public, de la collectivité dans Remorque, dans le personnage de Gabin, qui est absolument formidable. Ce livre contenait un véritable sujet qui me passionnait parce que c'est un sujet qui a à la fois une simplicité d'expression, puisque ça se passe dans une Bretagne toute simple, plus que simple, puisque l'île de Sein, vous le savez, est une île de gens, de pauvres pêcheurs. Et quand je l'ai fait à cette époque, c'était encore plus modeste. Delannoy et son décorateur René Renoux font construire un village breton au fort de Romainville, près de Paris. Je ne pouvais pas tourner là-bas, l'église était laide, ne datait pas, tandis que là, j'ai fait le village entier à côté de Paris. Et je l'ai fait en décor, où le vraisemblable est beaucoup plus vrai que le vrai. Sur ce tournage, nous disposons du témoignage du cinéaste breton Pierre Cahuissin, dont le frère Héry est alors le conseiller breton de Delannoy. Avec eux, nous pouvons suivre le tournage de quelques séquences du film à Romainville et dans la région de Plouguerneau. On reconnaît au passage, outre Pierre Freinet, Jean-Pierre Mocky, Daniel Évernel et Madeleine Robinson. Delannoy tourne 5 semaines en région parisienne et 3 en Bretagne. Tu veux quelque chose? Oui. Quoi? C'est difficile à dire, c'est pas difficile à voir. Quand moi j'ai connu cette île, je me suis dit c'est absolument merveilleux car Dieu est là et il est sur cet îlot de rien du tout, battu par les vents, où il n'y a rien, il n'y a même pas de petites pommes de terre, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il y a une vache, il y a tout ça. C'était tout. À ce moment, maintenant, il y a peut-être davantage, mais à l'époque, j'assure que c'était très arriéré. Arriéré au point que j'ai eu besoin sur place de tourner avec juste une femme, une Ilienne. Je voulais avoir l'Ilienne que l'on voit au début. Et comme par hasard, personne n'a voulu le faire dans l'île. Et seule une femme a accepté d'être cette femme sur laquelle on raconte l'histoire un petit peu. On a cru que je voulais me moquer d'eux. J'ai reçu le maire, j'ai reçu les... Je me dis, croyez-vous que je viens ici pour me moquer de l'île de Sein? Et bien entendu, j'ai gagné la partie. Mais c'est pour vous dire à quel point, vous savez, dans les peuplades les plus reculées de l'Afrique, tout d'un coup, vous ne pouvez pas tourner avec les gens parce qu'ils ne veulent pas. Eh bien, c'était la même chose. Quand j'ai fait le film que Fellec m'a écrit sur son livre, « J'avais levé un lièvre, mais c'est vous qui l'avez tué ». Faut-il être breton pour filmer la Bretagne? Un cinéaste semble y avoir réussi et recueille l'assentiment général. Paradoxe, il vient de Pologne, comme Joseph Conrad, il est vrai. On aura reconnu Jean Epstein, artiste d'avant-garde. Il fut l'ami de Blaise Cendrars et d'Abel Gance. Il tombe amoureux de la Bretagne et son cinéma change.
En 1928, avec des acteurs non professionnels, il tourne à Banec, au large de Brest, Finis Terre. C'est en Bretagne, sur la terre bretonne, devant la mer bretonne, qu'il a vraiment reçu ce choc, qui a transformé sa vie et qui a orienté toute sa carrière, qu'il a consacré désormais aux gens qui sont vraiment, aux choses et aux gens qui sont vraiment et aux pays qui vivent. Cette dernière phrase est de lui. À l'aube, nous dit un carton du film, Ambroise part à la cueillette du goémon, vers l'un de ces écueils qui rendent la mer si dangereuse. Ambroise, le voici 60 ans plus tard, retrouvé non loin de Brest en 1989 par la jeune cinéaste Séverine Vermersch. Banec, c'est là que j'étais quand Jean Epstein m'a pris là, à 28. Donc il y a 60 ans depuis. J'étais jeune à ce moment-là. Ouais. Je n'avais que 25 ans. Maintenant j'ai 85. Ça tourne, hein? Oh. Je lui disais, mais est-ce que vous auriez eu envie de faire d'autres films et tout? Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais la question se posait pas. Moi j'avais 12 frères et sœurs à nourrir. J'étais goémonier et pas question que j'aille continuer le cinématographe. Je ne suis pas une cinéaste bretonne. Et Epstein n'était pas un cinéaste breton. Et pour moi, ça, c'est la richesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément venir d'ailleurs pour filmer la Bretagne. C'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a une chose absolument passionnante chez Epstein. C'est qu'il venait d'ailleurs. C'est un immigré, juif émigré de l'Est. On a parlé, je crois que c'est vrai, le terme est pas trop fort, je crois qu'il y a quelque chose du juif errant qui trouve sa terre. C'est-à-dire que c'est une terre qui répond à des choses intellectuelles, qui répond à une recherche esthétique chez Epstein. Il n'aurait pas parlé d'Ouessant comme ça s'il venait pas d'ailleurs. Il s'est désintéressé de tous les sujets de fiction, des décors de studio, du talent des interprètes même. Ce qui l'intéressait uniquement, c'était la vérité d'un pays, la vérité du décor, la vérité des gens qui y habitaient, la vérité de leur vie. En 1934, Jean Epstein tourne le premier film sonore breton produit par le journal Ouest Éclair. À côté d'une intrigue romanesque, on y trouve d'étonnantes scènes réalistes. Encouragé par l'exemple d'Epstein et de Delannoy, une équipe familiale, les frères Kawissin, Ronan, Herry et Périg, se lance dans une aventure cinématographique sans précédent. Ils fondent l'association Britia Film et décident de faire des films bretons. Peu d'argent, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bénévolat. On partait caméra au point, avec 100 000 francs en poche, ancien de l'époque, que la comtesse de Ronchabot nous avait fait comme don. On avait acheté la caméra, mais on ne savait pas du tout si on allait réussir. Et nous avons réussi, quoi. Ave Maria, Salaune, Azep Frébar. Salaune mangerait bien du pain.
Nous, on voulait un film authentiquement breton de A à Z, c'est-à-dire que ce soit entièrement tourné en Bretagne, joué par des Bretons, réalisé par des Bretons, que la musique soit bretonne, avec l'apport de comédiens professionnels bretons également pour les commentaires et ces choses-là, quoi. Donc on voulait vraiment que ce soit un film breton. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était vraiment le premier film breton, réellement breton. Charles Priel. Il s'est mis dans la peau du personnage à tel point que les gens du pays, là, ils allaient avec leurs enfants pour que Salin les bénisse. Hein. Allez, dit bonjour à Salin et tout ça se faisait en breton et Priel leur faisait un signe de croix sur le front, posait sa main. Techniquement et tout, je donnais les ordres en breton, c'était pas du tout faire du chauvinisme, c'était pas ça, mais les choses se passaient ainsi. Les gens avaient confiance en nous. Assis devant Sainte Vierge, et vénéré clandestinement dans une ferme du Léon. C'était une veillée de prière, donc il récitait les prières en breton. Voilà la caméra qui bourre. Elle bourre, hein, c'est vraiment du saucissonnage. Hein. C'était un pouce. Oh, vraiment, on dit tiens, c'est pas possible. On récite l'Ave Maria, le diable doit s'en mêler. Hein. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ah bah oui, alors on leur dit, ben, ils étaient tous à genoux. Alors il a fallu, écoutez, mais levez-vous. Écoutez, il est 10 heures du soir. D'ailleurs, dans le film, on voit l'horloge comme celle-là, qui marque 10 heures. Mais levez-vous, ne restez pas à genoux. Et vous voyez, ils nous ont dit une chose que vous ne trouverez pas dans un studio, c'est impensable, ça. Ah non, nous restons à genoux parce que nous sommes en train de prier pour que ça redémarre, votre mécanique. Ben oui, mais c'est que la mécanique s'est mise à redémarrer, à tel point que Pierre, mon frère, et tout en filmant, il récitait Ave Maria, Gracia plena, c'était en breton en plus, mais Salut Marie, etc. Non mais ça se passait comme ça. La foi pour moi, c'était surtout de mettre toutes ces scènes sur la pellicule. Et c'était l'essentiel, parce qu'on aurait eu beau faire du cinéma breton, si je n'avais rien ramené sur ma pellicule, eh bien, il n'y aurait jamais eu de film. Bravo, Ker! Allons-nous de striden revuan quand distro lowe dans le toria da Folgouet. Voilà, c'est avec ça que j'ai tourné donc une grande partie du film du Folgoat. La voiture d'origine, bien sûr, est un peu fatiguée. Regardez comme elle est usée. Ah, la plaque est partie. On était nos propres distributeurs. Hein. On avait 2 équipes qui roulaient. Mon frère Pierre, eh bien, avec sa femme, constituait une équipe. On avait un autre ami qui constituait une autre. On faisait toute une publicité, toute une propagande par circulaire, par lettre. Et on axait surtout sur les salles de patronage. À l'époque, avec le mystère du Folgouet, ça coulait de source. Moi, à l'époque, j'étais en sociologie à Rennes. J'ai trouvé mon chemin en me disant, je vais faire du cinéma, comme on disait à l'époque, au service de la Bretagne et au service du mouvement, disons, révolutionnaire, qu'on disait révolutionnaire. Et j'ai acheté un jour dans un supermarché une caméra Minolta. J'ai fait des petits exercices pour m'entraîner. Aussitôt, il y a eu la fameuse grève du juin français à Saint-Brieuc. Et on n'a fait ni une ni deux. On est parti avec ma 4L rouge à Saint-Brieuc. Alors, Trassou, tu négocies?
Les voilà, les trois crassous. Four, directeur général, l'homme au plein pouvoir. Richer, chef du personnel. Aujourd'hui, il ne fait pas le malin. Et Donat, le directeur local, pâle comme un linge. Face à ses ouvriers, il ne sait pas où se mettre. Ils n'en reviennent pas d'être séquestrés. Je travaillais avec des amis de la cause du peuple. Bon, j'étais en pleine ébullition. Je me laisse enfermer avec les patrons et je vais pouvoir filmer toute cette séquestration de l'intérieur avec la complicité, l'accord, le soutien des ouvriers et des syndiqués de la CFDT d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça nous dépassait. C'était l'enthousiasme total. Et on a fait ces films complètement mal fichus au niveau de la forme, parce qu'on ne connaissait rien. Un raccord, on ne savait pas ce que c'était. Un plan stable, on n'y connaissait rien. Mais alors tout ça, c'était bourré d'enthousiasme, de foi presque, pourrait-on dire. Et l'œil, on se prenait pour l'œil de... Mon œil, c'était quasiment celui de l'ouvrier. Donc, l'œil de l'ouvrier étant juste, ces films étaient justes, vrais. Et voilà. On pensait, c'était aussi une bonne chose, qu'on allait refaire le monde, qu'on allait refaire le cinéma, et qu'on allait ressusciter une Bretagne. Le bouquin de Le Dantec à l'époque s'appelait d'ailleurs Bretagne, renaissance d'un peuple. C'était vraiment cette idée qu'on juge un petit peu naïve parce qu'on court-circuitait l'histoire en fait. On a donc fait en 10 ans 10 films, 5 sur des problèmes touchant la Bretagne, 5 sur des problèmes internationaux, des problèmes d'ailleurs. Les problèmes bretons, c'était avoir 20 ans dans les Aurès, parce que c'était l'histoire d'un commando de Bretons pendant la guerre d'Algérie. C'était, quand tu lisais Valérie, c'est-à-dire une grève en Bretagne, tournée aux côtés des travailleurs qui occupaient une usine. Quand les femmes ont pris la colère, c'était une histoire de femmes à Couéron, en Loire-Atlantique. Marée noire et colère rouge, c'était sur le naufrage de la Moco Cadiz et la souillure des côtes bretonnes par le pétrole. Voilà la côte du Nord Finistère, le 19 mars 1978, un an après le discours de Vannes. Certes, le préfet maritime avait le droit et le devoir d'intervenir à l'encontre même des compagnies pétrolières pour éloigner le navire accidenté des côtes, mais il n'en avait peut-être pas la volonté. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce que vous faites? Ouais, moi j'ai quelque chose à dire. J'ai à dire que je suis bénévole, je veux bien, mais dans 5 ans qu'on vienne pas nous refoutre une pagaille comme ça en disant on a encore besoin de bénévoles. Les Bretons sont des cons, donc ils viendront quand même. Le montage de Marée noire et colère rouge s'est fait directement sur les lieux. C'est-à-dire que les gens qui vivaient dans le mazout, pouvaient venir voir les images qu'on montait, et c'était passionnant d'ailleurs parce qu'ils nous disaient « Ah mais vous montez ça, mais c'est encore pire sur le plan du mazout, c'est encore pire à tel autre endroit. Venez demain » et on envoyait l'opérateur avec eux pour filmer ce qu'ils nous désignaient. Et puis ils revenaient pour voir comment on montait ça dans le film. C'est à la préfecture maritime, au château de Brest, que se concentrent les états-majors officiels de lutte contre la pollution. Les jeunes s'y rendent en masse. En Bretagne, on nous impose des terrains militaires, on nous impose des centrales nucléaires, on nous impose une marée noire dont on n'est pas responsable, dont on va payer les conséquences pendant 10 ans. On ne peut pas du tout vivre en Bretagne. C'est vraiment... ça a hurlé. Quand il y a des problèmes de pollution qui se posent, c'est ce film-là qu'on va faire, qu'on nous demande et qu'on va présenter. Et je pense que c'est pourtant un film qui a les pieds dans le mazout, et pas dans n'importe quel mazout, dans le mazout de la Moco Cadiz en Bretagne.
Ça commence par des photos et ça commence à Plonéour-Lanverne. Félix est originaire de Plonéour, il avait un magasin de photographie là et il avait l'habitude l'été de placer de grandes photographies, de grands portraits devant son magasin, si bien que les touristes en passant, venant de la côte, s'arrêtaient. Et c'est ainsi que Schlumberger a vu ces photos, parce qu'il avait une maison à Saint-Guénolé. Il préparait à ce moment-là le film Z avec Jacques Perrin. Et Jacques Perrin a rappelé Félix en lui demandant s'il voulait, si ça l'intéressait de devenir photographe de plateau sur ce film. Et ça a commencé comme ça. Le fait de sortir, d'aller à l'étranger, de découvrir un autre mode de vie, d'autres gens, hop, tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible. Je veux pas rester finir ma vie à Plonéour, entre quatre murs. Tu sais qu'à 60 ans, tu arrives dans les Padenas, tu vas au bistrot avec des copains, tout ça. Si tu n'as pas de volonté, bah, tu fais ton train-train. Et moi, c'était pas du tout le cas. Et effectivement, on a dégagé au bout d'un moment. Et René Vauthier est un petit peu l'occasion, l'étape qui nous a permis de donner l'occasion de changer carrément de voie. Plogoff, 2300 habitants. Dernière commune à la pointe du Vieux Monde. Demain s'ouvre l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Nu zijn we im de route. Dus je de zoetie? Non, dan bit. Dan, we gaan hem tranquillement. Ja, goed, dan pas on tour morgen, quoi. Al pesche da tutto, quoi. Gar l'ora, gar besoin de scappare barze, quoi. Commencé comme un court-métrage, Plogoff deviendra long-métrage en suivant les événements. Film à succès, près de 300 000 spectateurs le verront au cinéma. On est à Plogoff ici, hein? On n'est pas à Kaboul, hein? On ne pouvait pas espérer de financement extérieur pour une affaire comme Plogoff. À l'époque, de toute façon, la région Bretagne ne donnait absolument pas d'argent pour le cinéma. On n'avait pas pris conscience de l'importance du cinéma. Le CNC aurait difficilement aidé ce genre de film aussi. Les chaînes de télévision, n'en parlons pas. Donc il fallait compter que sur nos propres forces et nous n'avions pas un centime d'économie pour faire ce film. Alors on s'est tourné vers les banques, on s'est fait jeter par certaines banques. Il y a une banque qui nous a accueillis et qui a accepté le découvert. On est resté carrément pendant toute l'enquête 1 mois et demi sur place. Puis on a continué par la suite parce que c'était un travail intense de montage, très très difficile à monter et tout ça. C'était financièrement, techniquement, c'était une galère. Le film de Plogoff a marqué la fin de la période militante, à la limite. Sur le plan de la Bretagne, mais même en France, il n'y a pas eu de film important après que l'on puisse rattacher à ce mouvement-là. Manifestation de rue, affrontement. Cette fois, nous sommes à Nantes, durant l'été 1955. Et nous sommes dans un film en chanté, que Jacques Demy tourne en 1980. Je crois qu'à Nantes, il y a une espèce de passion aussi chez les gens, comme ça, et c'est une ville qui explose, qui vit, que ce soit des mi-carêmes extraordinaires, ou des mouvements de grève, ou des mouvements d'humeur, des mouvements d'agression, des mouvements de joie. Il y a toujours quelque chose d'un peu exceptionnel et qui m'a, moi, toujours fasciné. Moi, j'ai connu cette époque. La violence, je l'ai connue dans cette ville dans laquelle je suis né, où j'ai vécu, j'ai grandi. J'ai passé 18 ans dans ma famille. J'ai eu mon oncle travaillait chez Guy Loire, j'avais un autre au chantier de la Loire.
J'ai des amis au chantier de Bretagne, mon père a travaillé chez Dubigeon. Tout ça, c'est toute mon enfance, c'est tout mon passé. Et c'est pour ça que j'y ai tenu beaucoup. J'aime bien parler de ce que je connais. Si les Bretons veulent de Nantes dans la Bretagne, ils ne peuvent pas faire autrement que de vouloir de Mie et de se dire que c'est le plus grand cinéaste qu'ils ont jamais produit. En tout cas, celui qui a le plus essentiellement plongé les racines de son inspiration là où il était né, là où il s'était accroché. Même quand il était ailleurs, c'était encore de Nantes qu'il parlait. Stop. 30 ans après Lola, Demy retrouve le passage Pommeré avec Dominique Sanda. Après le cinéma militant, après la création de l'ARC, atelier régional cinématographique de Quimper, apparaît en Bretagne une génération de jeunes cinéastes. Feu de paille ou nouveau départ? Il y a une nouvelle vague dans le sens où je crois qu'il y a... Bon, après le cinéma militant, il y a eu l'envie de raconter des histoires. Et ça, c'est peut-être directement... S'il y a un lien entre la Bretagne et le cinéma qu'on peut faire aujourd'hui, entre la culture bretonne et le cinéma qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on peut peut-être... La Bretagne a une tradition une tradition orale, et le cinéma, à mon avis, enfin moi c'est comme ça que je conçois mon travail en tout cas, il est dans la continuité de cette tradition orale. Il est pour raconter aujourd'hui comment est la Bretagne, la réalité d'aujourd'hui. Ton père, là, il est en train de dépenser des millions pour mettre à neuf le bateau. Il serait temps que tu lui dises que tu veux plus aller en mer. C'est pénible. Mais c'est toi qui es pénible, Fred Cadieux. Mais tu t'es regardé. On dirait un gamin qui a peur de recevoir une claque. Mais quel âge t'as? De toute façon, si tu lâches pas le morceau, c'est moi qui irai lui parler. Autrefois, on était toute la journée à l'église, hein. Plus maintenant, mais autrefois, oui. Ah, Bouillal, viens de partager, en doute. Wat de legge familiaal, dat doet dat we golen. Hier rum de gente da no fen vere. Agude, vigile a guspero, an the noun. Agude vigile a rapidenno. Quand les autres pleurent, le curé chante. Sur la culture bretonne pèse une espèce de chape qui est, ouais, c'est breton, c'est ringard, c'est passéiste, nous font chier, c'est pas moderne, c'est pas de la modernité. Et donc, il y a eu un rejet énorme de la culture bretonne, y compris dans le cinéma. Hein. Et moi, je dis non, j'ai envie d'amener ma pierre à un édifice qui serait, mais non, il faut puiser aussi dans cette culture bretonne quelque chose qui intéresse l'humanité entière. Hein. Et je lui ai envoyé par le rossignol chantant, et elle me l'a renvoyé par l'alouette en pleurant. Je crois que c'est important aussi de tourner dans le lieu où on est né, c'est proche de ses racines, et puis c'est vrai que ce film, il est proche de tout ça, puisque c'est vrai que je montre un personnage qui est typique de la région, même si au départ c'était pas un choix, je voulais pas faire un film entre guillemets régionaliste, mais il se trouve qu'il m'a passionné et que j'avais envie de passionner les autres. Le cinéma régional, ça ne veut rien dire. Le cinéma, il est bon ou il est mauvais. On peut pas aimer nos films, mais c'est pas parce qu'il est breton ou qu'il est occitan. Le mot cinéaste, cinéma breton, me paraît très restrictif. Et puis, économiquement parlant, il n'a pas de réalité. C'est-à-dire que déjà, le cinéma français a du mal à exister. Alors, vous imaginez, si on dit cinéma breton, je veux dire, économiquement parlant, c'est une hérésie. Mais ça n'interdit pas pour autant, et au contraire, à des gens qui sont nés dans cette région, qui sont imprégnés de la culture, de l'histoire de cette région, de faire du cinéma, et à travers le cinéma, d'exprimer leurs propres émotions et leur vision du monde. C'est pas un cinéma breton, catalan ou gallois qui a un sens. C'est défendre le cinéma. C'est-à-dire défendre la possibilité que des œuvres existent et non pas simplement des produits. Il y a un truc à faire. Il faut détourner la mer. Faire des films en Bretagne.
détourner la mer.